Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Duel Patrice Talon, Lionel Zissou en 2021, comme réplique du second tour de la présidentielle de 2016 entre les deux hommes. L'affiche envisagée depuis peu par nombre d'analystes tient désormais de l'imaginaire, du moins au regard du verdict du tribunal de première instance de Cotonou au sujet de l'affaire dite faux et usage de faux et de dépassement de fonds de campagne ayant éclaboussé l'ancien Premier ministre de Boniaï, alors candidat. Lionel Zissou a déclaré le 2 août dernier inéligible aux élections en République du Bénin pour 5 ans. Il vient ainsi allonger la liste des figures de proue de l'opposition en difficulté avec la justice et contrainte pour le grand nombre à l'exil. Rien n'augure de retour aux bécailles de sitôt. En tout cas, par le dernier arrêté interministériel visant des personnes dites recherchées par la justice. Ennui judiciaire pour les potentiels candidats de l'opposition au Bénin. Des prémices d'une présidentielle exclusive en 2021. Le sujet, mesdames, messieurs, au menu de votre émission débat du jour. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Innocent Alou-Koutui, observateur de l'actualité sociopolitique sur le continent, il est consultant en communication. Innocent Alou-Koutui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'être là en notre compagnie ce matin. C'est un plaisir. En face de lui, un autre homme des médias, Marcel Zmenou. Il n'est plus à présenter journaliste. Il est l'assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune. L'homme aux multiples casquettes nous accompagne ce jour avec sa casquette d'observateur et d'analyste. Marcel Zmenou, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de SICA TV. Merci de répondre à notre invitation. 5 ans d'inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis et 50 millions de francs CFA d'amende. Tout ceci pour Lionel Zissou, l'homme impliqué dans l'affaire dite de faux et usage de faux et de dépassement de fonds de campagne. À la date d'aujourd'hui, le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 face à Patrice Talon a du souci, en tout cas c'est le moins qu'on puisse dire, à ce fait, s'il nourrissait encore une quelconque ambition politique. Depuis le 2 août, date du verdict, Innocent, le sujet ne cesse de défrayer la chronique. C'est vrai, le sujet ne cesse de défrayer la chronique. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent. Vous savez, ça ne devrait pas surprendre parce que l'homme en question a déjà fait objet d'une plainte rigoureusement formulée par le PDG de Eboumaf qui a été introduit et qui a été relayé même par Jeune Afrique en son temps. Et donc je crois que c'est une suite de cette procédure-là qui a été certainement pris en relève par la justice béninoise qui a donné ce verdict. Maintenant, l'analyse qu'on peut faire, nous, en tant qu'analystes, c'est, comme tout le monde le constate, peut-être un de moins pour les candidatures éventuelles en 2021. Toutefois, je pense qu'il dit qu'il va faire appel, et donc il a la latitude de le faire. Et si ça peut porter en sa faveur, on va s'en réjouir avec lui. On appréciera graduellement au long de cette émission. Oui, le sujet, mesdames, messieurs, défraie la chronique, défraie les passions, mais Marcel Zmenou divise aussi les Béninois. Oui, tout sujet qui n'amène pas les Béninois unis doit diviser, et celui-là en est un. Mais contrairement à mon ami Innocent, les éléments factuels qu'il a énoncés ne me paraissent pas être justes. D'abord, je voudrais rappeler que les cas de plainte de M. Boudunkou, PDG de Eboumaf, et le dossier sont 2 dossiers différents. Et le dossier de M. Choda, c'est une plainte pour remboursement. Donc, les juristes vous diront que c'est en civil, et l'autre c'est en pénal. L'autre chose, c'est qu'entre-temps, le PDG a retiré sa plainte. Et donc, on ne pouvait pas... Je crois que ce dossier qui a mené à la condamnation de l'ancien Premier ministre est venu de nulle part. Le procureur a dit, dépassement de campagne. Et c'est ce qui est curieux, c'est que quand moi j'ai entendu parler du dossier, j'ai cherché à savoir si il y avait un truc qui venait de la Chambre des comptes de la Cour. Parce qu'un tel dossier devait émaner, puisque c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui établit les comptes de campagne et qui peut constater un dépassement. Rien n'est venu de la Chambre des comptes, c'est parti
du tribunal de première instance de Cotonou. Et donc, voilà, et ça aboutit à ce que nous avons observé. Ça aboutit à ce que nous avons observé de la manière dont ça a été conduit sans que les plaignants puissent avoir les preuves de l'accusation portée contre M. Lionel Zinsou. Et donc, pour revenir à votre question de départ, c'est un sujet qui divise les Béninois parce que notre pays a comme devise fraternité, justice, travail. Fraternité d'abord. Et donc, tout ce qui concourt à diviser les Béninois, tout ce qui concourt à isoler les Béninois, tout ce qui concourt à rendre des Béninois apatrides, normalement, on ne devrait pas souscrire à tout cela. Ah oui, innocent, Lionel Zinsou, le concerné, n'a pas manqué de donner de la voix, ses avocats aussi. Mais le concernant, il dit ne pas être surpris, mais quand même étonné parce que ce dont on l'accuse manque pratiquement de traçabilité, de faux. Mais des documents attestant qu'il a fait du faux n'existent pas. C'est ça qui nous rend la tâche un peu compliquée dans notre position d'analyste. Si d'éventuels documents étaient produits et que ces avocats défenseurs en avaient la substance sous la main, ça aurait été mieux débattu. Mais je pense, j'ai ouï dire tout à l'heure que c'est une affaire qui est partie de la plainte du PDG de Boumaf. En justice, c'est pas parce que vous retirez une plainte que la justice ne peut pas continuer son investigation. Donc, je voudrais bien préciser cela. L'autre chose, c'est... Moi, j'ai lu un document dans le temps, lorsque la plainte du PDG Boumaf était sortie, où il était illustré en objet, prêt pour financement de campagne, tout du genre. Oui. Et ça a circulé, tout le monde a lu ça. Un document qui était signé par lui, je pense un ancien ministre que je ne veux pas nommer. Et ça déjà, nous, on avait déjà apprécié à notre niveau. C'était déjà un document suffisamment grave et qui ne devrait même pas faire objet de circulation sur les réseaux sociaux. Je pense que quand vous êtes dans une situation pareille, homme d'État de son rang, c'est des choses à éviter au maximum. Ils n'ont pas pris la taille de la chose, ils n'ont pas pris la mesure, et ça leur est tombé dessus. Ça là déjà, même si on doit parler de l'autre c'est en pénalité et que l'autre c'est de droit public, il y a quand même une concordance. La concordance, c'est la justice et le mise en cause. La preuve, le document qui est lu par tout le monde sur les réseaux sociaux, peut aussi faire objet de preuves qu'on va exhiber. Puisque sur le papier, il est écrit très lisiblement que c'est pour des frais de campagne. Alors, quand vous savez que pour une élection présidentielle, la Constitution dit que votre candidature ne doit pas être financée, un, par l'extérieur, et de deux, qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser, c'est déjà deux choses qui sont mises en cause par ce papier-là. L'autre chose qu'il faut évoquer, c'est vrai, la Chambre des comptes n'a pas pu nous montrer si il a éventuellement dépassé les frais de campagne, ce qui n'a pas été d'ailleurs fait pour aucun des autres candidats. Lui, ce qui fait son problème aujourd'hui, c'est le seul document qui est passé sur les réseaux sociaux que tout le monde a pratiquement vu, qui le rend la tâche difficile, espérant qu'il va pouvoir corriger ça et que ses avocats vont prendre ça en compte lors de l'appel pour pouvoir essayer de laver son honneur, de corriger aussi le tir. Oui, il y a que l'avocat du concerné s'est également prononcé sur ce verdict. Maître Robert Dossou n'est pas allé de même mode, qualifiant le verdict d'arbitraire et tout le processus de ce dossier d'arbitraire, une démarche qui pour lui, ou une poursuite en un mot, qui ne viserait qu'un seul objectif, rendre inéligible son client. Vous l'avez sans doute suivi. Oui, tout à fait. Je l'ai suivi. Est-ce que l'avocat ne va pas un peu vite en besoin? Non, je crois que moi, j'avais eu personnellement à suivre ce procès quand il s'est agi de communiqué publié par Maître Robert Dossou il y a de cela environ quelques semaines, un mois au plus,
où il disait, dans la procédure, dans la démarche, là, il a demandé qu'on lui fournisse les preuves de l'accusation portée contre son client et que le parquet s'est opposé à cela. Et donc, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et donc, je me suis dit que les gens se préparaient à rendre une décision qui ne serait pas forcément du droit. Et donc, je n'étais pas surpris de la décision. Et je voudrais que nous nous entendons sur une ou deux choses. La première des choses, c'est que les tests de notre République disent que la seule juridiction qui atteste des comptes de campagne, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême. Et je dis, c'est pourquoi je veux que mon ami et moi s'entendent sur ça, pour qu'on puisse faire un débat. Je ne suis pas dans le juridisme, je ne suis pas juriste. Et qu'on ne soit pas là à faire des ping-pong sur des choses qui n'en devraient pas être. Je dis, ce n'est pas venu de la Chambre des comptes. Tout ce qui est venu, en fait, c'est une fabrication. Je continue de le dire partout. Moi, je dirais cela. Parce que la seule structure qui doit le dire ne l'a pas dit. Et donc, c'est ça. Maintenant que la plainte, on dit Bundoukou, oui, c'est vrai que dans nos tests, on dit il ne faut pas dépasser 2 milliards, il ne faut pas recevoir de financement extérieur de quelqu'un pour faire chose là. Et que lui porte plainte en disant bon, je lui ai emprunté 14 milliards et pour les gars a fait campagne, en retour je devrais avoir, je crois c'est des marchés publics, toutes ces choses comme ça. Mais je crois que ça, c'est un problème entre deux personnes. C'est un problème entre deux personnes et qui veulent régler un différend entre eux et qui portent, l'un dit tu me dois de l'argent, tu n'as pas payé, je porte devant les tribunaux. Encore que quand vous dites, quand on dit la personne a pris 14 milliards, on n'a aucune preuve que et réellement les 14 milliards qu'il a pris, il les a utilisés pour faire effectivement campagne. Ça, il faut d'autres papiers pour le prouver. Et donc moi je continue de dire que ce procès a tout l'air d'un procès politique. Et je crois que c'est ce que beaucoup de Béninois pensent et disent aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore des éléments qui m'amènent à dire que tout s'est passé dans les règles de l'art, qu'on a fait du droit. Je pense que c'est un procès politique pour aboutir au résultat qu'on a eu là. En tout cas, ils sont nombreux à donner de la voix, à lancer sur cette piste. On veut apprécier pour voir quels sont les éléments qui peuvent conduire sur cette piste. Oui, restant justement collé à la ligne de l'émission, Innocent, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu quelques couacs et qui peut pousser à s'interroger dans un État qui reste au-delà de tout un État de droit? On connaît la procédure pour un cas comme celui-là. Votre vis-à-vis a évoqué deux faits majeurs. D'abord, la Cour des comptes, dans son rôle, au regard des tests, bien entendu, qu'il ne l'a pas fait. Ensuite, on a que ce qui a été annoncé pour corroborer la thèse de faux. Il n'y a non plus de papier l'attestant. Quand on prend ces deux événements, est-ce que ça ne fait pas vraiment un hic? Ça fait un hic et ça dépend aussi de l'analyse que vous en faites. C'est relatif ce qu'il a dit parce que c'est un procès déjà en deux, ce qu'il a dit, les deux devraient pouvoir gérer ça entre eux. Mais vous n'êtes pas sans savoir, je veux juste donner un exemple, ce qui s'est passé au niveau de la Libye et de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un débat que je veux ouvrir, c'est pour donner un exemple. C'est toute la France, c'est l'État français qui a pris le dossier. Et aujourd'hui, qu'il veuille ou pas, il est dans ce problème-là en France aujourd'hui. Donc, c'est quand une personne de cette envergure est ciblée par une plainte ou par un dossier aussi plus ou moins sale, c'est normal que l'État soit dans la mesure de prendre ses responsabilités. C'est un fait, oui. Maintenant, par rapport à la procédure elle-même, la Cour des comptes qui regarde des tests devrait se saisir de ce dossier pour l'État et qui ne l'a pas fait. On peut qualifier ça d'un fait mineur ou pour vous, ça compte? Ça pèse dans la suite du dossier? Ça compte. Je ne sais pas quel a été le travail de la Cour des comptes par rapport à ça. Je ne sais pas si la Cour des comptes a établi de la documentation pour que le verdict soit tombé après. Je n'ai pas pu accéder ni au juge siégeant pour savoir ce qu'il en est exactement par rapport à ce dossier juridiquement traité. Toutefois, l'analyste que je suis me permet de me dire et de vous dire que quand vous êtes dans un dossier juridique, une Cour des comptes, d'abord qu'on demande de constitutionnaliser depuis un bon moment,
Il y a que cette cour peut saisir l'autre qui lui produit des preuves pour qu'elle puisse donner un verdict. Est-ce que cette cour a fourni des preuves à la cour qui a rendu la décision pour que les avocats de la défense ne soient pas rentrés en possession? Ça, c'est un autre sujet. Toutefois, nous pouvons dire, s'ils n'ont pas pu avoir cette documentation-là, ça crée une frustration. Une frustration qui leur permet, pourquoi pas, de faire l'appel. Le doute à avoir sur la qualité de la justice ou du verdict, c'est ça qui amène à faire l'appel pour mieux comprendre. Alors, s'ils font l'appel et qu'on arrive à leur fournir la documentation ou à les entendre, à les écouter et qu'ils ont raison sur un ou deux des sujets, je crois qu'ils vont pouvoir vider le dossier. Donc ça leur donne la possibilité alors de faire un appel et d'aller encore siéger pour savoir ce qu'il en est au juste. 15 jours, mesdames, messieurs, c'est bien le délai désormais qui se présente aux concernés, aux mises en cause. Depuis que ce verdict est tombé, le 2 juillet, le décompte a commencé pour ensuite faire appel. Innocent, vous avez suivi ce dossier depuis le début. Vous avez évoqué d'ailleurs quelques faits. Au regard de l'évolution de ce dossier, comment envisagez-vous la suite de ce dossier en appel? C'est l'analyste qui parle, sans se substituer au juge. L'analyste qui parle, je pense que ça ne va pas prospérer. Je reste pessimiste, malheureusement. Je pense que ça ne va pas prospérer. Toutefois, les juristes peuvent nous montrer que nous, analystes, n'étant pas juristes, nous pouvons passer à côté de la réalité des choses. Mais à mon humble avis, ça ne va pas prospérer. Oui, Marcel Zoumenou, la même question. Lionel Zissou dit être étonné, pas surpris, parce que bien des mois avant, on lui aurait annoncé ce qu'il attendait. Mais en dépit de tout ceci, l'homme dit avec ses avocats qu'il vous fera appel. Et désormais, les jours comptent. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas faire de la prédiction, je fais de l'analyse sur tous les éléments. On apprécie justement. Et donc, il me sera difficile de juger et de donner les choses là. Mais je peux dire pour les éléments qu'on a, c'est qu'en première instance, les gens n'ont pas pu apporter des preuves de la culpabilité. Et donc, pour un juge qui est indépendant, qui prend ses responsabilités de juge, devrait simplement classer ce dossier et donner un non-lieu. Je crois qu'au niveau de la cour d'appel, ce n'est plus un juge, c'est un collège de juges qui travaille. Et donc, je crois qu'il y a un petit espoir à ce niveau-là. Je voudrais rappeler que pour le cas de la nouvelle tribune, c'est en appel que les juges nous ont sauvés. Et donc, j'ai un petit espoir, même si j'ai mon impression sur la justice béninoise aujourd'hui, et donc j'ai un peu de crainte, et je peux dire comme lui, mais j'ai un petit espoir. Il y a quand même quelques juges qui essaient de faire du droit. L'arbitraire s'est installé au Bénin, se désole. Lionel Zissou, vous l'avez suivi, Innocent, Marcel Zoumenou. Mais le constat est qu'il n'est pas seul à sortir ses mots. Et ils sont un certain nombre. Au nombre de ceux-là, on peut citer un certain qui ne sont plus actuellement au pays, qu'on appelle abusivement ou restant dans la logique des faits des exilés politiques. Innocent, l'homme criant à l'arbitraire, pense qu'il est en train de vivre ce que d'autres ont vécu, mais qui, eux, ne peuvent pas rentrer chez eux. L'analyste apprécie ce regard des Béninois qui, malgré eux, on croit leurs expressions, sont obligés de vivre loin de leur territoire commun. Je pense que c'est difficile. C'est difficile quand vous êtes peut-être contraint de vivre hors de votre territoire. Avant d'aller un peu plus en profondeur du sujet, je voudrais rassurer que par rapport à la justice du pays, je reste optimiste que la justice fera du bon travail dans le dossier. Toutefois, j'ai été pessimiste parce que, vous voyez, quand on vous accuse de quelque chose et qu'il n'en est pas le cas, il faut aussi, vous, au niveau de la défense, que vous puissiez fournir des preuves. C'est important. Pour laver votre honneur. Je voudrais juste leur dire de préparer la défense pour aller en appel. Il ne faut pas juste croiser les bras et dire sortez-nous les documents. Le travail des avocats. Maître Robert Decroux va s'en charger. Et oui, il fera son je pense ici que s'ils font ça, ils ont la chance de partir. Mais quand on va croiser les bras, on dit on n'a pas
les éléments d'accusation. Alors, écoutez, on n'a rien fait. Je reste à ce niveau-là, pessimiste que quand c'est comme ça ne passera pas. Maintenant, je reviens à votre question. Pour ceux-là qui sont obligés de rester hors du territoire, je ne le souhaite jamais à quelqu'un de rester hors de son territoire. Mais ça, c'est la politique qui fait ça souvent. C'est la politique qui fait ça souvent. On a vu le cas du président Laurent Gbagbo, qui est gardé malgré qu'il soit acquitté, qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est compliqué, et nous, analystes, on n'est pas autant politique pour savoir tout ce qui se passe pour qu'ils en arrivent là. Toutefois, je vais leur demander d'être persévérants. Parce que le chemin politique, c'est le chemin le plus difficile dans la vie d'une personne. Et quand vous avez le courage de l'emprunter, il faut vous préparer à faire ce chemin jusqu'au bout. C'est aussi ça, la conviction. Donc, vous leur demandez, tous ceux qui vivent cette situation, de tenir bon et de continuer le combat. Mais écoutez, ça aurait été inutile si c'est parce qu'on vous demande de ne pas rentrer que vous abandonnez. Alors, pourquoi est-ce que vous avez commencé le chemin? Et c'est pas parce que vous dites « j'abandonne » qu'on vous dit « revenez au pays ». Ça aussi, c'est l'autre paradoxe. Je pense qu'ils sont un certain nombre, comme on l'a dit tout à l'heure, qui, depuis un moment, ne sont pas au pays, mais pas tous. Il y a certains qui, par loisir, se sont retrouvés hors du territoire et disent... J'espère que vous en avez la preuve. Oui. Vous en savez plus que moi. Ah non, mais c'est vous qui me l'apprenez. Et donc... Après l'émission, je vais bien m'approcher de vous pour avoir des éléments. On en parlera. Merci bien. Il y a certains qui se sont retrouvés de l'autre côté, et peut-être qu'ils sont aussi dans de bonnes grâces, de ceux-là qui peuvent les assister durant leur séjour là-bas. C'est nos débats qu'on fera, ne vous en faites pas. Ils ont préféré rester. Lionel Zissou, Innocent Allo Coutuit et puis Marcel Zoumenou, c'était le challenger de Patrice Talon. On ne peut pas l'oublier. 2016, un combat âprement mené. Aujourd'hui, l'homme a du souci à se faire en entendant ce que donnera l'appel. Cette date-ci, c'est que Lionel Zissou ne pourra pas compétir. Comme lui, le faiseur de roi en son temps. Sébastien Adiavon, aujourd'hui, à Maille, à pâtir avec la justice. Est-ce qu'il est politique? C'est désormais son statut, Marcel Zoumenou. Pour d'aucuns, c'est l'homme qui pourrait bien revenir sur la scène en 2021. Et peut-être retrouvera le trio de 2016. Mais pour nombre d'analystes, c'est de plus en plus des rêves hypothéqués. Et comment l'analyste apprécie-t-il ce schéma qui se dessine désormais? Je vais commencer par dire quelque chose que quelqu'un m'a dit hier. Un homme, un intellectuel, quand même, que je considère comme un homme éclairé, et qui m'a mené un raisonnement que je trouve simpliste, mais à la fois ridicule que triste. Ah bon. Il m'a simplement dit que... Et vous trouvez important à partager avec nous? Oui, tout à fait. Il m'a simplement dit que les peines sont données en fonction du nombre d'années qui te restent pour atteindre 70 ans. C'est-à-dire, vous voyez que le président Sébastien Adiavon a écopé de 20 ans. Quand vous ajoutez sur son âge, il avait 51 ans, ça lui fait 71 ans, 72 ans. L'âge, il dépasse la limite des 70 ans. Quand vous regardez Lionel, il doit avoir 65 ans ou 66 ans. On lui a donné 5 ans. Et peut-être si c'était moi, on allait me donner peut-être 25 ans. Commis 26 ans, 25 ans aussi, c'est comme ça. Et quand il a fini par... Il a dit ça, ça m'a réveillé un peu. Et quand j'ai fait un peu le point, c'est exactement ça. Et donc, beaucoup de Béninois commencent à penser qu'on leur donne exactement le temps qu'il faut pour qu'ils ne reviennent plus penser à cette histoire de candidat à une élection au Bénin. Et donc, si commis devait écoper d'un jugement, vous imaginez ce qu'on lui donnerait, ça sera entre 30 ans et 25 ans. Innocent, oui. Ok, donc c'est ça. Donc, on a compris quoi. On a compris que ceux à qui on donne les condamnations, c'est des gens dont on n'a plus besoin pour être candidat ici. Innocent. Même si c'est vrai, les calculs que son intellectuel lui a fait paraît vraiment pertinent. Vous, quand vous analysez les faits, vous pensez qu'il faut aller sur une piste comme celle-là? La justice qui
fait, comme vous le dites, son travail, peut-elle se permettre d'aller dans des combines comme celle-là? Ce serait grave et dommage pour cette justice si ça s'avérait que c'est comme ça que se passe le calcul. Mais je voudrais que ceux-ci, les mis en cause, puisque tous des présidentiables, prennent la hauteur par rapport à cette polémique et qu'ils trouvent la méthode de continuer le combat qu'ils font. Vous savez, c'est un fait de constater malheureusement que les partis politiques sont directement liés à une personne. Le président Sébastien Adjavon, je pense que même s'il n'est pas candidat, l'USL peut avoir un candidat et aller défendre la cause du parti. C'est comme ça aussi pour les autres partis. Il ne faut pas se fixer. Non, mais avant d'aller sur ce terrain, on prend, oui, c'est un autre, pour rester un peu collé à la logique, analyser au fond ce qui se dit et voir leur véracité ou non. Ces hommes, fils de ce pays, qui voudraient bien apporter un peu leur savoir-faire pour reconstruire le pays et qui, malheureusement pour eux tous, se retrouvent en porte-à-faux avec la justice et qui ne pourront pas un jour aller compétir pour l'élection. Comment l'analyste observe-t-il cela? Non, c'est... Vous restez sur ce terrain-là. C'est chaud au cœur quand on constate que des personnes de cette envergure sont dit ne plus être candidats. Parce que pour quelqu'un de cette trempe, d'abord, quand il quitte son pays, il s'imagine le combat qu'il a commencé. Et il fait de pouvoir se retrouver devant la justice pour vider ses dossiers très vite et d'être candidat. Moi, je serais impressionné de voir ceux-là faire le maximum pour être aux prochaines élections. Le président... Donc c'est possible de faire le maximum dans leur position. C'est possible de faire le maximum. On a vu le cas du président Patrice Talon en exil, mais malheureusement, ça a pris tellement de cran qu'à un moment donné, toute la sous-région s'y est mise et on a vu que ça a donné un dénouement, il est rentré. Si ils ont des attaches qui peuvent favoriser certaines choses pour que ceux-ci se retrouvent sur leur territoire peut-être dans un an ou plus, ça leur permet d'aller aux élections présidentielles. Rien n'est exclu. Ils peuvent y aller et encore même gagner. Alors, que ça soit leur situation actuelle, que ça n'empiète pas sur la possibilité de faire le maximum pour aller aux élections. Patrice Talon, oui, mesdames, messieurs, c'est de l'exil à la présidence. Marcel Zoumenou, Sébastien Adjavon, exilé. Komi Koutié, potentiel candidat, exilé. Lionel Zissou peut revenir au pays, mais 5 ans. Vous pensez que c'est possible de réitérer ce qu'on peut appeler, et ça leur demeure, l'exploit de Patrice Talon, se donner les moyens pour quitter l'exil pour le fauteuil présidentiel? Je crois qu'il y a un homme politique du Bénin, je ne me rappelle plus du tout. Je ne sais pas si c'est l'honorable Sakafika qui avait dit quand Lyon était dans le combat en 2000, un peu avant 2011, où on avait l'impression que les choses étaient, tout était déjà bouclé avec cette histoire de l'épi dans le temps, avait dit que le Bénin est un pays bizarre et c'est quand on croit que l'espoir est perdu que l'espoir renaît. Et donc moi, je continue d'être un peu optimiste. Et je crois qu'il n'y a jamais de solution définitive. Il n'y a pas de solution définitive par rapport à Sébastien Adjavon. Il a écopé de 20 ans de condamnation à la criette. Il a encore une dernière possibilité à la Cour suprême. Lionel Zissou a été condamné à 5 ans d'inéligibilité en première instance. Il a la possibilité de faire appel, il a la possibilité d'aller en cassation. Et quand vous prenez Komi, aucun jugement, seulement qu'il est recherché avec plein de dossiers au tribunal, et jusque-là, pas encore de jugement. Et donc, aucune de ces situations n'étant des situations définitives, je crois qu'il y a de l'espoir. Même si aujourd'hui, la justice, moi personnellement, et beaucoup de Béninois ne nous rassure plus trop. Je crois qu'il y a encore une possibilité de combattre, de lutter pour changer les choses. Parce que si on ne peut pas le faire, c'est qu'on accepte tout simplement de dire que nous ne sommes plus dans un pays démocratique, où
un citoyen libre, un citoyen lambda peut avoir la volonté de compétir s'il a un parti politique qui peut le porter. Et donc, moi, je crois que ce soit créer un parti politique, que ce soit militer dans un parti politique, que ce soit avoir l'ambition de briguer la magistrature suprême, tout ça nous a été concédé par la Constitution du 11 décembre 1990. Si aujourd'hui on ne peut pas le faire parce qu'il y a comme la justice qui fonctionne comme une épée de Damoclès sur la tête de certaines personnes, sans même que les preuves pour établir les culpabilités ne soient prouvées, je crois qu'on n'est plus dans un régime démocratique. Or, je crois que tout Béninois doit travailler pour renforcer ce régime, cette démocratie qu'on a eue en 1990 et qui a commencé depuis quelques années à montrer quelques signaux de grands malades, d'une démocratie très malade. Présidentielle 2021, si loin, si proche, en tout cas, les jeux qui se jouent actuellement laissent croire que déjà, on a commencé à jouer les préliminaires pour ces élections. Innocent, au niveau de ces préliminaires, la carte à jouer pour plus d'un reste encore Patrice Talon. Les regards étaient tournés vers l'homme à la veille de la présidentielle, à la veille plutôt du 1er août, pour le voir aller sur un terrain qui, pour plus d'un, devient de plus en plus hypothétique. C'est le retour au bécail du grand nombre à travers une amnistie. Le chef de l'État a gracié beaucoup d'hommes. Et la grâce a été clairement expliquée. Il ne s'agit pas du tout de ceux-là qui sont des acteurs politiques qui ont des problèmes avec la justice. Patrice Talon reste-t-il la solution pour sortir de la crise dans laquelle le Bénin est depuis quelques mois? Le dit serait peut-être bien séant, puisque nous sommes avec lui jusqu'en 2021. Quand je dis nous sommes, c'est qu'il est à la tête du pays jusqu'en 2021. On aurait souhaité que cette grâce soit comme celle de Ouattara à Simone Gbagbo, donc aux exilés politiques. Malheureusement, ça n'a pas pris cela en compte. La solution pour 2021, ça peut venir aussi à la veille du 1er août 2020. Pourquoi pas? Je reste optimiste qu'il aura à voir dans ce sens pour quand même permettre à tous les Béninois de lui applaudir. Parce que un Béninois qui est hors du territoire, surtout pour des gens de cette trempe, quand vous leur demandez de rentrer avec une grâce présidentielle, je crois que c'est plusieurs familles que vous essayez d'honorer. Et donc, nous restons optimistes qu'il est aujourd'hui l'homme de la situation. La situation aussi ne dure qu'un instant. Donc, s'il pense à ça, il peut quand même prendre de la hauteur et faire ces grâces-là au niveau des hommes politiques. Marcel Zoumeno, Innocent Ly, Patrice Talon reste l'homme de la situation. Mais la situation, ajoute-t-il, ne dure qu'un instant. Pour dire que tout est lié au temps. Et par rapport à ça, il fait un clin d'œil au chef de l'État. Vous trouvez que le chef de l'État a tout à gagner encore en essayant une quelconque main tendue, après avoir dit, bon, nous allons au dialogue? Je n'y crois pas. Il a dit tout récemment, je tiens compte de ses propos, la dernière fois qu'il a rencontré la classe politique, où il a qualifié ceux qui sont en exil de fugitifs. Et je crois qu'il a rectifié en disant qu'ils ne sont pas des exilés politiques, qui sont des fugitifs. Et avoir les actions posées par le chef de l'État dans l'intention de ramener la paix, je ne crois pas qu'il puisse avoir cette grâce présidentielle. Je peux me tromper, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu dans les actes du chef d'État une once de volonté pour ramener la paix, pour faire ramener les Béninois. Et donc, moi, je continue de croire que la solution ne peut pas être cela. La solution, pour moi, serait que les juges font du droit, que la justice revienne au droit. Et ça, la seule suffit pour régler beaucoup de problèmes dans notre pays aujourd'hui. Parce que moi, je suis convaincu que la plupart de ces jugements sont des jugements politiques. Et que si les juges et tous décident de faire du droit, tous ces messieurs qui ont des problèmes aujourd'hui n'auront plus ces problèmes. Et donc, pour moi, la solution se trouve du côté de la justice. Parce que, d'abord, même quand on parle de grâce, il ne peut pas avoir grâce.
Parce que la grâce intervient quand les gens ont eu un jugement définitif. Dans les 3 cas, il n'y a pas encore eu de jugement définitif. Et donc, on ne peut pas parler de grâce. Ceux qui ont agité l'amnistie. Voilà. Peut-être l'amnistie. Donc, moi, je crois que la solution, pour moi, c'est du côté de la justice. Et comme je sais que nous avons une justice qui est comme un roseau, et qui peut fléchir, mais ne rompt jamais. Et donc, peut-être que cette justice est en train de connaître des périodes de tergiversation, mais reviendra à elle-même et va rendre des décisions dont tout le monde sera fier. C'est la justice. Et peut-être une partie de la classe politique, et peut-être une partie de la presse, qui ont toujours fait que notre démocratie tienne jusque-là. Et donc, moi, je continue de croire que l'espoir viendrait de là, et non d'un hypothétique dialogue politique qui se déroule actuellement, et avec tout ce qu'on est en train de voir comme haut et bas. Innocent, c'est le regard de Marcel, mais quand il le dit, est-ce que ce n'est pas rester aussi un peu trop pessimiste quand on sait que de tout temps, à tout problème politique, il faut beaucoup plus une solution politique, une thérapie de choc. Que faudra-t-il, juge, tenter de vous demander, ajouter aux élans qu'on observe actuellement pour faire du dialogue une réalité? Ou du dialogue, vous non plus, vous n'y croyez? J'y crois. Il suffit que les parties soient franches avec elles-mêmes, les parties concernées. Vous savez, quand on parle de dialogue, c'est qu'on sait qu'il y a un problème. Et donc, on essaye de s'asseoir pour discuter, trouver une solution. Et il a souligné que le problème, il a vu que les décisions juridiques, ces temps-ci, sont politiques. Si les décisions juridiques sont politiques, ça veut dire que ce ne sont que les politiques qui peuvent s'asseoir d'ailleurs pour résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Parce que si vous influencez la justice pour qu'elle donne des décisions, soyez rassurés que la justice ne reviendra pas vous dire « Bon, excusez-moi, les décisions que j'avais données étaient des décisions politiques ». Alors il revient aux hommes politiques qui, certainement, à tort ou à raison, ça varie, influencent ces décisions politiques-là. On va s'asseoir. Cette décision de justice, Cette décision de justice, pardon. On va s'asseoir entre eux pour se dire les vérités. S'il y a des choses à se pardonner, on se pardonne. S'il y a des choses sur lesquelles on essaye de se comprendre pour le bien de tout un peuple, on se comprend. Parce que ce n'est pas éternel tout ça. Et quand vous avez la possibilité de marquer l'histoire, pas de petites choses comme celle-ci, nous on appelle ça de petites choses, parce que ce sont des hommes. Si ce n'était pas des hommes et que c'était du matériel, on allait dire que les matériels ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais c'est des humains qui peuvent se parler, se comprendre. C'est quand même des challengers qui sont restés ici. C'est des gens qui ont fait le chemin en 2016, qui sont allés aux élections. Même quand Patrice Talon a gagné les élections, Lionel Zinsou l'a appelé pour le féliciter. Il était après avec historique, ça, avec le président Adjavon. Il y avait Atao et tous ceux-là qui étaient à côté. Alors pourquoi pense-t-on qu'aujourd'hui, si ceux-là ont des problèmes et que s'il y a des décisions de justice, ils ne peuvent pas aller entre eux-mêmes à un dialogue politique, à un dialogue d'hommes d'État pour résoudre cette situation? En attendant, ce que le vœu se réalise et que pour certains, le miracle s'accomplisse, parce que pour nombre de Villenois, désormais seul un miracle peut permettre à tous ceux-là de se réunir, car il paraît que la blessure est profonde de part et d'autre, les rancœurs très arsènes. On espère que tout ceci se refermera. Mais en attendant, chers invités, chers téléspectateurs, la situation ne manque pas d'éteindre sur l'image du pays. Derrière chaque homme, Sébastien Adiavo, Komi Kouté, Valentin Dianoté et autres Martin Rodriguez, qui, depuis qu'il s'est annoncé opposant politique déclaré, le premier à Patrice Talon, on l'entend plus, c'est vrai, mais derrière chacun de ces hommes, Marcel Zoumenou, c'est bien un carnet d'adresse qui ne dit pas son nom. Tout cela regarde le Bénin d'une certaine façon, parfois avec beaucoup de frissons, et c'est aussi des pertes. Mais Lionel Zinsou, sur la question, a confessé ceci. Votre réaction, pour ceux-là qui ne l'ont pas suivi. Chaque fois que le président de la République m'a demandé en privé de le rapprocher d'un décideur, je l'ai fait. Je ne le regrette pas. Et encore aujourd'hui, j'ai dit à des dizaines de personnes courroucées qui veulent du bien à notre pays,
oubliez Lionel Zinsou. Ne doutez jamais du Bénin. Fin de citation. Marcel Zoumenou, il y en a qui courroucés par la situation que vit Lionel Zinsou, qui pensent que le Bénin, ce n'est plus la peine. Mais Lionel Zinsou leur répond, oubliez Lionel Zinsou, ne désespérez jamais du Bénin. Qu'avez-vous envie de dire? Et cette phrase, j'imagine, se répète sur chacun de ces grands hommes courroucés par ce qui arrive à Sébastien Diavon, dit le Bénin, ce n'est pas la peine. Courroucés par ce qui arrive à Martin Rodriguez, le Bénin, ce n'est pas la peine. Courroucés par ce qui arrive à Komi Koutié, le Bénin, ce n'est pas la peine. Et voyez-vous tous un peu comme Lionel Zinsou dire, oubliez ma petite personne, pensez le Bénin, ne désespérez jamais du Bénin. Que pensez-vous de cette phrase, Lionel Zinsou? Moi, j'ai été agréablement surpris par cette phrase. Vous savez que le plus grand grief qu'on a porté contre ce personnage quand il était en campagne, c'était qu'il était étranger, qu'il n'était pas trop béninois, qu'il était trop déconnecté des réalités d'ici. Et moi, j'ai vu une grande charge émotionnelle et patriotique dans ses propos. J'ai vu quelqu'un qui est vraiment attaché à la patrie, comme on le dit, attaché à la République et au développement de notre pays. Et bon, il pouvait dire autre chose. Et il pouvait dire, bon, je me fous parce qu'après tout, moi, j'ai deux pays, j'ai deux nationalités. Et donc, bon, si ça ne va pas, tant pis. Je peux me sentir à l'aise dans mon second pays. Mais pour nous autres, Béninois, qui n'avons aucune autre nationalité que celle-là, ça nous donne de l'espoir que quelque chose est possible. Parce que s'il avait parlé comme quelqu'un qui pouvait foutre le bordel ici et aller se cacher, peut-être en France, et se prévaloir de sa seconde nationalité, moi, ça allait me mériter. Mais ce qu'il dit me rassure et que nous pouvons encore compter sur lui pour d'autres choses. En dehors même du fait qu'il ne soit président de la République, Lionel Zinsou est quelqu'un qui est très connu, qui a un nom, et donc dont peut-être le pays a besoin pour d'autres choses. Et moi, je crois que ces propos sont d'une grande valeur, et moi, je les prends avec beaucoup de fierté. Vous le prenez avec beaucoup de fierté. Innocent, vous l'avez sans doute suivi aussi. L'homme l'a dit, avec beaucoup de fermeté. Des dizaines de personnes courroucées par ce qui arrive à sa personne. Il a dit, oubliez Lionel Zinsou et ne désespérez jamais du Bénin. Pour le jeune qui a aussi des ambitions pour son pays, quand vous l'avez suivi, quels ont été vos ressentiments? Mon ressentiment, c'est que c'est très patriotique et je salue ça. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est important pour un homme d'État qu'il est, parce que les hommes passent, la République demeure. Et quel que soit ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas évident que dans 50 ans, tout cela dont nous parlons soit encore sur une quelconque scène politique. Si aujourd'hui, on travaille à enliser le pays, je pense que les générations futures, que ce soit leurs enfants ou leurs arrière-enfants, tous subiront le sort. Et donc, aujourd'hui, quel que soit ce que vous endurez, il faut quand même être porteur d'espoir pour votre pays. Il faut quand même, autant que vous pouvez, donner la main pour que le pays puisse décoller. C'est le plus important. Le reste des griefs de personnes, je crois qu'on peut les conjuguer au passé par un dialogue et donc travailler à ce que le pays avance pour que tout se passe dans les règles de l'art. Parce qu'au-delà d'eux, il y a la République. Et la République, ce n'est pas que eux. Ce n'est pas que ces personnes qui ont des problèmes aujourd'hui ou qui font l'effort de vouloir nous gouverner. Alors, Innocent, c'est terminé. Vous allez conclure en même temps. Merci beaucoup, Monsieur Yetonji. Merci aux téléspectateurs. Je crois que si j'ai un appel à lancer, ma conclusion, c'est que le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour lequel nous avons ardemment travaillé pour qu'il soit président, fasse en sorte que nos compatriotes, fugitifs, futiles ou exilés, trouvent une solution palliative avec lui pour rentrer au pays et que vive la République parmi ses fils et avec ses fils. Vive la République parmi ses fils et avec ses fils, et Marcel Zoumenou.
Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je voudrais dire deux mots. Le premier à l'endroit du chef d'État. Je crois que le 6 avril 2016, dans son discours d'investiture, a bien dit qu'il ferait un mandat. Et que quel que soit ce qu'il, si la révision marche ou pas, qu'il respecterait cet engagement. Je voudrais le lui rappeler, parce qu'on ne peut pas tenir un discours dans un cadre aussi solennel, à un moment aussi solennel, et après venir faire autre chose. Ça ne fait pas chose. La seconde chose, c'est que tout ce que nous disons, c'est pas encore le développement. Le développement se fait quand tous les fils du pays sont unis et sont engagés pour le développement. Si certains sont exclus, si certains sont pourchassés, si certains sont persécutés, tout ça, c'est de grands freins au développement de notre pays. Et moi, je souhaite qu'on tienne compte de ça. Puisque nous tous, notre but final, notre objectif final, c'est de lutter contre la pauvreté. Et donc, si c'est réellement ça l'objectif de ceux qui sont au pouvoir, on doit pouvoir trouver une solution. Merci à vous, Marcel Zoumelon. Merci également à vous, Innocent Lecoutu. Chers téléspectateurs, franchement, merci pour la complicité. Vous le savez, quand ça vous, ce n'est pas la peine ce que nous faisons au jour le jour. Merci infiniment de nous accompagner. Vos suggestions, observations, apports de toutes sortes sont toujours les bienvenus. Et merci aux réalisateurs du jour. 100% Bénin, nous allons pouvoir alors y mettre un thème pour le numéro du jour. Ce sera sur cette citation de Pierre Corneille. De petits bouts de phrases ce jour, il y en a eu tellement, mais je vous accompagne avec ces citations tout de même. Qu'il fait bon à voir endurer, dit-il. Le plaisir se goûte au soir des supplices. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt.